Salut à tous, c'est Aniki, bienvenue dans le premier épisode des mangas du mois. Bon, à la base, ça devait s'appeler les mangas du mois d'Aniki, mais vu que les initiales ça faisait MDMA, j'étais pas des plus chauds. Bref, un nouveau concept totalement inspiré des vidéos playlist du mois, vous avez déjà dû voir ça sur internet. En gros, chaque mois je ferai une nouvelle vidéo où je vous présenterai les mangas que j'ai pu lire durant le mois qui s'est écoulé. Vu que je suis quelqu'un d'assez ponctuel, vous me connaissez, cette vidéo fera office du premier épisode de MDM, donc des mangas du mois, pour le mois de janvier et de février. Bien évidemment, c'est un pilote, une sorte d'essai pour ce nouveau format. Donc j'attends avec impatience vos retours, me dire ce que vous pensez du format, de la vidéo, du principe, de tout ce que vous voulez sur cette vidéo en question, ou même de la chaîne, faites-vous plaisir. Bien évidemment, à chaque vidéo, je vous présenterai de nouvelles séries que j'ai commencées, ça sert à rien par exemple que je vous dise que ce mois-ci, j'ai lu le dernier tome de The Promised Neverland ou le dernier tome de Kingdom, mais c'est une bonne chose pour vous rappeler d'aller lire ces deux œuvres. En plus, j'ai fait une vidéo pour parler d'eux, donc ça peut que être bien. Bref, pour ce premier épisode, et je me répète beaucoup dans cette vidéo je sens, on présentera 3 nouvelles séries, 2 qui m'ont été envoyées par des éditeurs directement, voilà je suis honnête avec vous, et je vous connais, je sais que vous allez me dire dans les commentaires « Ouais Aniki t'es prêt à tout pour avoir de l'argent, tu vends ton cul à tout le monde ?» Alors, déjà, oui. Mais dans ce cas-là, ils m'ont juste envoyé des mangas comme ça, j'en fais ce que j'en veux. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Vous l'avez vu au titre, un de ces 3 mangas est assez gore, mais on va pas en parler tout de suite puisqu'on va commencer avec Egregor. Un manga qui donc m'a été envoyé par les éditions Meian, que je salue, voilà, je vous envoie énormément d'amour, à la manière de Netero, un peu comme ça. J'ai pas énormément de contact avec des éditeurs de manga, c'est un des rares d'ailleurs, mais j'ai un très bon contact avec eux, je m'entends très bien et ils répondent rapidement, et surtout ils font un travail que je trouve admirable, autant que ce soit sur Kingdom ou sur ce qu'ils proposent à côté. Bref, avant de commencer à rentrer un peu plus dans les détails de l'histoire, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'auteur parce qu'il y a des choses à dire. Bref, Egregor est donc un manga écrit par J-Square et dessiné par Kim Jae-hwan, je sais pas si je l'ai bien prononcé, je suis désolé si c'est le cas. Pour ce qui est de notre petit auteur, c'est un auteur français, et oui, Cocorico, on est content. Quant au dessinateur monsieur Kim Jae-hwan, et je vais arrêter de prononcer son nom parce qu'à chaque fois je suis sûr que je dis de la merde, c'est un chanteur de K-pop. Alors ouais, en fait il existe 2 Kim Jae-hwan, un chanteur de K-pop, dont on ne va pas parler, bien évidemment, vous vous doutez, et un deuxième qui est dessinateur. Mais pas n'importe quel dessinateur, puisqu'il est dessinateur de manhwa, je sais pas comment ça se prononce, qui est l'équivalent manga en Corée du Sud. Pas en Corée du Nord, on se doute bien. Bon, il a déjà un peu plus d'expérience, puisqu'il est celui qui a scénarisé la série King of Hell. Alors personnellement, je connais pas, mais de ce que j'ai pu voir sur internet, c'est là d'être une série assez connue, donc grand bien lui fasse. Mais surtout ce que je trouve intéressant et pourquoi je tiens à insister là-dessus, c'est qu'il a dessiné plusieurs mangas Warcraft. Alors moi non plus je savais pas que ça existait, mais ce qui est intéressant là encore, et j'insiste sur le mot intéressant, mais ce qui est pertinent là-dedans, c'est qu'on sent vraiment que Egregor est largement inspiré de World of Warcraft. C'est une œuvre d'heroic fantasy avec des chevaliers, des créatures, des mythologies, des légendes, des super pouvoirs, tout ce que tu veux, de la magie, je sais pas si je l'ai dit mais c'est important. Bon, tout ça c'est bien, mais ce qui est plus intéressant, c'est de connaître un peu plus l'histoire d'Egregor, et pour ça je vais me contenter de lire la première double page de l'œuvre, puisque comme je l'ai dit, 2019, je ne fais plus aucun effort. Depuis près d'un siècle, les faucheurs apparaissent au crépuscule précédant chaque pleine lune pour perpétrer une moisson sanglante, l'extermination de tous les habitants d'une ville ou d'un village ciblé au hasard. À la nuit tombée, les ramasseurs apparaissent à leur tour pour s'emparer des cadavres de toutes les victimes, sans que nul ne sache pour quelle raison. Alors que le peuple de Soteria est plongé dans un climat de terreur, le rempart du salut est fondé pour faire face à ces massacres. Chacun des chevaliers qui y sont formés, les égides sont affectés à la protection d'une ville ou d'un village. Bon, ça c'est pour la double page, mais qu'en est-il de l'histoire d'Egregor ? Nous suivons les aventures d'un jeune forgeron nommé Foi. Son seul rêve est de créer des lames hors du commun pour les chevaliers égides qui protègent les villes. Seulement, un beau jour, son village est attaqué par des faucheurs venus effectuer la moisson. Foi va alors devoir avoir foi en lui. Accompagné de ses amis aux capacités toutes différentes, il va aller faire face à son funeste destin. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire de Egregor ? Déjà, c'est beau. Oui, c'est un argument flingué, mais je trouve ça important. Quand on se penche sur les dessins, on remarque des traits plus familiers de la BD réellement que du manga, ce qui donne un genre assez particulier et assez cool. Surtout que la mise en scène est plutôt bonne, que ce soit au niveau des combats ou de la tension, tout est bien amené, et surtout, on a un gros cliffhanger de fin de manga qui donne envie de savoir la suite. Donc ouais, il y a plein de points positifs, c'est vraiment cool à lire, c'est sympa, mais rien n'est parfait, à part One Piece, mais c'est un détail. Pour moi, le gros problème, je dirais pas d'Egregor, mais c'est vraiment ce tome 1, c'est que c'est le bordel. On a plein de personnages, des relations diverses et variées, on sait plus trop qui est qui. Pour vous donner un exemple, on a 2 personnages qui ont la même gueule, vraiment, vous pouvez le voir, ils ont la même tête. Le seul truc qui les différencie, c'est qu'ils ont un chignon différent. Déjà, c'est pas mal. En plus, il y en a un, c'est le maître du héros principal, l'autre, c'est son père ou son oncle, enfin, je sais pas. J'ai rien compris à ce niveau-là. Et même la mise en scène, des fois, on souffre. Pour vous donner un exemple, sans trop vous spoiler, il y a un des personnages qui a un espèce de don de vision, dans le sens où, lorsqu'il combat, il peut voir d'avance une scène qui va se passer.
C'est un truc qui est présent dans d'autres mangas, par exemple avec le Sharingan dans Naruto, ou même Katakuri récemment dans One Piece, et dans ces deux œuvres-là, c'est bien amené, puisqu'on comprend qu'il a une vision, sauf que là, pas du tout. Pour mettre une petite mise en scène, par exemple, pour avoir un personnage qui se fait couper un bras, on tourne la tête, il a encore son bras, après on tourne la page, il a perdu sa tête, la page d'après, il l'a récupéré, bref, on est perdu. En fait, la manière dont je l'ai ressenti, c'est que j'ai l'impression que l'auteur a voulu tout introduire dès ce tome 1, c'est-à-dire les protagonistes, les antagonistes, les légendes, l'histoire, l'aventure, le mystère. Trop. Vraiment trop. Mais est-ce que c'est à ce point-là dérangeant? Parce que la première partie est assez trouble, on rate pas mal de trucs, mais la deuxième partie rentre vraiment dans le vif du sujet, on se retrouve avec un espèce de mélange entre le shonen et le seinen, et les personnages sont cool. Et tout ce qu'on remarque à la fin, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel dans Egregor, et surtout qu'on a envie de savoir la suite et de lire la suite, et ce qui est pour moi le plus important dans un manga. Être immergé dans l'univers et avoir envie de connaître la suite. C'est clairement pas le manga de l'année, ça c'est sûr, mais je peux vous inviter quand même à le lire, puisque ça peut être intéressant, et si vous aimez le heroic fantasy, tout ce qui est l'univers de, je sais pas, par exemple Seigneur des Anneaux, on voit très largement qu'il y a aussi des inspirations à ça, vous allez, je pense, kiffer Egregor. Avant de passer au deuxième, j'ai envie de faire une petite aparté, voilà, parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Hier soir, donc vendredi 1er mars, est-ce qu'on s'en fout totalement, je suis allé voir le film Nicky Larson, réalisé par Philippe Lachaud. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le film, mais je vais faire ça rapidement, je vous le promets. À la base, j'avais été au cinéma pour voir Alita, sauf que, étant comme d'habitude très ponctuel, je suis arrivé en retard, donc j'ai raté la séance, et je suis allé voir Nicky Larson. Alors, je connaissais pas forcément les films de Philippe Lachaud, j'avais vu, je crois que c'est Babysitter ou Babysitting 1, c'est tout, et je m'attendais à une comédie classique française sans vraiment trop d'enjeux spécifiques, et putain que le film était cool. Vraiment, ça a été une grosse surprise. Certes, on est toujours dans ce style comédie française avec un petit ton beauf, mais c'est un vrai film d'action. Et surtout, ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'on sent qu'il a voulu respecter l'œuvre originale, qui est City Hunter, et il lui a rendu hommage. Ouais, le film est un bon film, très bon film, et un très bon film français adapté d'un manga, putain que c'est cool. Et ça fait plaisir. C'est fini pour cette petite aparté. En deuxième, on va parler d'un manga gore, comme je l'ai dit. Peut-être vous en avez vu parler... Vous l'avez vu traîner un peu sur les réseaux sociaux puisque d'autres youtubeurs en ont parlé déjà. Il s'agit de Jagan. Alors, il y a des choses à dire. En fait, je suis mitigé. Avant de vous parler de mon ressenti, je vais un peu plus parler des auteurs, du scénariste, enfin de l'auteur et du scénariste, puisqu'ils sont que deux, et aussi du scénario, puisque quand même c'est important. Au scénario, nous avons Muneyuki Kaneshiro, alors il en est pas à son premier coup d'essai puisqu'il a déjà fait d'autres mangas avant, et la particularité c'est qu'à chaque fois il s'entoure d'un dessinateur différent. Donc cette fois-ci il s'est allié à Kensuke Nishida, connu pour avoir fait Jagan, c'est tout. Mais alors quelle est l'histoire de Jagan? Jagan. Nous suivons les folles péripéties de Shintaro Jagasaki, un jeune flic de quartier qui passe la plupart de son temps à se faire rouler dessus. Alors pas du tout au sens littéral, je vous rassure, plus dans le sens où tout le monde l'humilie. De plus, sa vie est assez insignifiante et son avenir semble tout tracé. Mais ses perspectives le débectent au plus haut point, et malgré le sourire forcé qu'il aborde en permanence, son esprit est tourmenté par de violentes pulsions meurtrières. Un jour lors d'une patrouille anodine, un homme en colère se transforme devant ses yeux en une créature monstrueuse, se mettant à tuer tous les innocents se trouvant près de lui. Alors que Shintaro fait face à une mort imminente, sa main droite se métamorphose en une sorte de canon qui lui permet d'exterminer le mutant lui faisant face. Cet événement va être l'élément déclencheur qui va réveiller ses pulsions meurtrières. Bon, on l'a compris avec ce petit résumé, c'est un manga seinen vraiment bien énervé. Il y a un univers sombre, malsain, même assez dingue, voire loufoque, et c'est assez cool. Même dans la construction de l'œuvre, tout s'enchaîne bien, on est vite pris dedans, et il y a plein de concepts créés à l'intérieur qui sont vraiment cool. Alors certes, ça claque, c'est assez loufoque, c'est intriguant, il y a une réelle réflexion aussi sur la société derrière, mais en fait, l'œuvre se veut dégueulasse, c'est comme ça qu'elle est construite ainsi, et c'est réussi, sauf que c'est pas le genre de truc qui me plaît. Quand on voit la première transformation d'un humain à cause d'un parasite, ma réaction ça a été juste... Non, c'est dégueulasse, j'ai pas envie de voir ça, tu vois. Et je sais pas comment l'expliquer clairement, mais c'est... Le manga est bien, l'œuvre est cool, mais j'ai... C'est tout. La pire argumentation. Que l'œuvre soit gore, ça me dérange pas, mais ce surplus de trucs dégueulasses, au final, ça m'a fait sortir de ma lecture. Et ça, c'est juste un avis subjectif, et je peux pas dire que l'œuvre est mauvaise à cause de ça, parce que déjà, je le pense pas, et surtout, ça représente uniquement mon avis, donc tout ce que je peux vous dire, c'est vous inviter vraiment à lire Jagan. Je pense que vous trouverez au moins les premiers chapitres disponibles légalement, gratuitement sur internet, et si ça vous plaît, lisez la suite, c'est disponible chez Kazé, et c'est, je pense, une bonne série. Voilà pour ce deuxième manga assez gore qui était Jagan. Pour ce qui est du numéro 3, il est un peu spécial. À la base, je l'avais acheté il y a plusieurs mois de ça, et je l'ai lu au final il y a 3 semaines de ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Et... comment vous dire ça? Je pense que je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Voilà.
809 pages et c'est le tome 1 sur 4. Donc forcément, en parler en 1 ou 2 minutes, c'est assez compliqué, surtout que c'est une œuvre d'Osamu Tezuka. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, un jour il faudra vraiment que je revienne plus en détail sur lui, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette personne incroyable. Pour vous faire court, c'est le mec qui a pondu Astro Boy, et surtout celui qui a créé un peu le genre du manga actuel, que ce soit le shonen, même le neketsu, il est un peu le papa de tout ça. Mais alors pourquoi ce tome-là en question, je vais vous l'expliquer simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'occasion du 90e anniversaire du défunt Osamu Tezuka, ils ont republié ses œuvres les plus mythiques dans un format prestigieux. Et j'avais vraiment envie de me pencher sur l'œuvre, au moins une œuvre d'Osamu Tezuka, parce que j'en avais jamais lu auparavant, et sur toutes celles qui étaient disponibles chez les éditions Delcourt, je sais pas pourquoi, mais j'ai été tenté par La vie de Bouddha. Avant de rentrer un peu plus dans l'histoire, j'ai un message pour Delcourt, enfin c'est Delcourt et Tonkam, je sais pas si je le prononce bien encore, si vous voyez cette vidéo. Et je pense que vous allez la voir, parce que je vais essayer de vous envoyer un petit mail ou un petit message glissé comme ça. Si vous voulez m'envoyer d'autres œuvres d'Osamu Tezuka dans cette édition-là, je suis preneur. Je suis preneur parce que, mine de rien, le manga est assez gros et on se doute bien que le tome va pas être à 7€. C'est une édition de luxe, donc chaque tome est à 30€. Ça fait cher, on va pas se le cacher. Mais ça vaut le coup. Alors, bien évidemment, on est sur un manga qui est pas tout jeune, donc le style graphique est bien éloigné de ce qu'on a maintenant. D'ailleurs, si on s'intéresse un peu à la vie d'Osamu Tezuka, on sait qu'il était un grand fan de Disney et ça l'a beaucoup inspiré pour créer ses œuvres. Et c'est un truc qui m'a marqué dès les premières pages, c'est la patte graphique. Certes, on a un côté assez enfantin, mais par exemple, au niveau des animaux, je trouve ça ultra ressemblant à ce qu'on avait dans les premiers Disney. Pour ce qui est de l'histoire, c'est celle de Bouddha, logique, mais pour reprendre un résumé que j'ai trouvé sur internet, dans l'Inde ancienne, les vies de nombreux hommes sont condamnées par la mousson, la famine, les guerres et les injustices dans le système des castes. Les vies entrelacées d'âmes malheureuses sont réunies par la naissance du jeune prince Siddhartha qui va devenir Bouddha au cours d'un long voyage spirituel, en tentant d'amener à une renaissance spirituelle du peuple de cette terrible époque. En fait, quand j'ai commencé à lire, je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas si on allait tomber sur une espèce de documentaire ou un truc qui allait prôner les valeurs du bouddhisme, et au final, c'est pas du tout ça. Osamu Tezuka est un amoureux de la vie, de la condition humaine, et il cherche toujours à défendre ça, même la nature, dans ses œuvres. Et La vie de Bouddha, cette œuvre-là, est un classique certes, mais surtout un chef-d'œuvre. Il dégage dans l'œuvre un véritable discours humaniste et une réelle réflexion sur la condition humaine. Et putain que c'est intéressant à lire. C'est pas chiant, c'est cool, il y a de l'action. Bien évidemment, on est, comme je l'ai dit, très loin de ce qu'on retrouve actuellement. À l'heure actuelle, j'ai lu que ce premier tome, j'ai pas encore les 3 derniers, et j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a bouleversé, mais ça m'a vraiment marqué et fait réfléchir. En fait, quand on tombe sur un manga de ce style-là, assez vieux, en plus assez imposant au nombre de pages, on se dit, mec, ça va être trop chiant. Et ça l'est pas du tout, il y a jamais d'ennui, il y a toujours de l'action, il y a toujours de la réflexion, il y a toujours un passage important, et même s'il y a des passages un peu moralisateurs, ils sont pas de trop, et surtout ils sont pas cucu, et c'est ça qui est important. Je sais que La vie de Bouddha parlera pas à tout le monde en tant qu'œuvre, mais si vous avez l'occasion de pouvoir la lire, foncez, vous le regretterez pas. Bref, on en a terminé pour ce premier épisode des mangas du mois, voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de format plus en mode freestyle que réellement avec un texte écrit. Bien évidemment la forme n'est pas parfaite, mais ça quoi qu'il arrive ça s'améliorera avec le temps, c'est pour ça que j'attends avec impatience vos retours, même vos conseils si vous en avez pour améliorer ce genre de vidéo. C'est un premier test donc si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me poussera à continuer dans cette voie-là. En tout cas, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est toujours possible sur Utip dans la description en regardant des publicités. On a également depuis quelques semaines un Discord, le lien est aussi en description, ainsi que mes réseaux sociaux Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki. Ciao.